Je viens de voir. Ouais, tu as été plus rapide que moi. Bon, on va démarrer. Je crois qu'on stabilise le nombre d'arrivées là. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Merci à vous de vous intéresser aux actions menées par la Bretagne en partenariat avec Charlotte Le Guinic de la TPVB, pour mettre en action ce réseau des animateurs de captage Bretagne. Aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir un témoignage, celui de Bérangère Hénache d'Eau du Pays de Saint-Malo, qui porte l'animation sur des captages prioritaires. Il y en a trois en tout, dont deux qui datent du stage 2016 et puis un nouveau dans le stage 2022, un captage phyto en eau superficielle. Je vais laisser donc la main à Bérangère et Nash pour présenter les actions d'animation portées par du Pays de Saint-Malo avec un axe important, une stratégie foncière qui est développée sur les captages d'eau du Pays de Saint-Malo. Merci à tous et puis on se retrouve pour les questions d'ici 40 minutes. À tout à l'heure. Ok, bonjour, vous voyez mon écran? Oui, c'est Oui, bon, c'est c'est parfait. bon? Ok, super. Donc bonjour à tous. Alors pour ceux qui me connaissent pas, Bérangère Hénage de Haut du Pays de Saint-Malo. On est un syndicat de production d'eau potable de la région de Saint-Malo. Je vais vous présenter donc rapidement notre territoire, et puis la méthode, la démarche et les actions mises en place sur les aires d'alimentation de captage que l'on gère. Alors, est-ce que ça va marcher le- J'essaye de faire défiler les diapos. Pour l'instant, ça défile pas. Ça marchait trop bien tout à l'heure. Ça y est. Ouais, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ok, super. Donc, Haut du Pays de Saint-Malo, c'est effectivement autour de la production d'eau potable autour de Saint-Malo. Alors, pour ceux qui ont du mal à se repérer, Saint-Malo est ici. Là, c'est la commune de Saint-Malo, avec donc là, ici la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, moi, je vois ma souris, mais vous la voyez pas, avec le pointeur. Voilà. Euh, Donc, Saint-Malo, il y a deux pointeurs. Bon, c'est bizarre. C'est parfait, Bérangère, on arrive à voir. Ouais, bon. Moi, je vois deux pointeurs, mais c'est pas grave. Donc, Saint-Malo est ici. Là, c'est la Rance, donc qui sépare la rive droite et la rive gauche. La baie du Mont-Saint-Michel est ici, et puis la Manche ici. Et quand on part plus à l'ouest, eh ben, on est la limite entre le département d'Ille-et-Vilaine et le département des Côtes-d'Armor est ici. Donc toute cette partie, c'est les Côtes-d'Armor. Donc nous, on a un syndicat de production d'eau potable pour l'Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire toute l'eau qu'on produit part en Ille-et-Vilaine et non pas dans les Côtes-d'Armor, même si on est à la limite. On produit à partir de captage d'eau superficielle uniquement, à partir de 4 retenues, et on possède 3 usines de production pour un total de presque 8 millions de mètres cubes chaque année. Donc il y a une usine, l'usine de Bois-Joli, qui produit l'eau à partir du captage de Bois-Joli sur le bassin versant du Frémur ici. Le bassin versant est dans les Côtes-d'Armor, mais la prise d'eau est bien en Ille-et-Vilaine. Euh, on a une autre usine de l'autre côté de la Rance
qui est alimenté par deux retenues, la retenue de Mirlou et la retenue de Beaufort. Donc, ces deux usines, hein, Bois-Joli et Beaufort, produisent la quasi-totalité de notre consommation annuelle. On a une troisième usine, l'usine de Landal, à partir du captage de Landal, et qui produit beaucoup moins, qui est une usine de compléments en fait, hein. Et on alimente donc toutes les communes en bleu sur la carte, les 42 communes qui représentent une population d'environ 160 000 habitants. On ne produit pas assez d'eau. Notre ressource est pas assez, nos ressources sont pas assez suffisantes pour l'ensemble de cette population. Donc on importe des Côtes d'Armor via cette canalisation qui fait 30 km et qui est posée au fond de la Rance à ce niveau-là. On importe 1 million de mètres cubes tous les ans de l'usine de l'Arguenant pour compléter la consommation d'eau sur l'ensemble du territoire de ces 42 communes. Alors moi spécifiquement, je suis en charge de la protection de la ressource en eau, puisque l'ensemble de nos trois captages sont prioritaires dans le SDAGE. Le captage de Bois-Joli qui a été classé en 2022 et les captages de Beaufort et Landal qui sont prioritaires depuis 2016. On a à peu près 150 km² d'aire d'alimentation de captage prioritaire pour l'enjeu pesticides. Alors, moi, je vais vous parler spécifiquement des captages de Beaufort et Landal, puisque Bois-Joli, enfin, sur ces aires d'alimentation qu'on est le plus avancé dans nos démarches de protection. Sur le captage de Bois-Joli, qui est prioritaire depuis 2022, on est moins avancé dans les démarches, donc on- je vais surtout vous présenter ce qu'on a pu mettre en place depuis 2016, donc ça fait 9 ans. Donc sur les deux captages prioritaires de Beaufort et de Landal pour l'enjeu pesticides. On a des problématiques qui ne sont pas uniques à ces territoires-là, hein, qu'on retrouve dans bien d'autres territoires. Les molécules de désherbant, en grande majorité, nous posent problème avec leurs métabolites, dont certains persistent dans l'eau potable. Donc au captage, enfin, à l'usine de production de Beaufort, on a eu en 2022 et en 2023 et 2024, pardon, deux dépassements des limites de qualité dans l'eau potable pour les deux métabolites, la SDM et la USL, les deux métabolites du nicosulfuron. À Landal, on n'a pas eu de dépassement dans l'eau potable en, en 2024. Brut, bien sûr, on retrouve toute, toute la panoplie, si j'ose dire, de molécules mères et de métabolites euh, utilisés pour le désherbage, principalement. Donc cet enjeu de qualité de l'eau, bah, il est renforcé hein, par le risque de raréfaction de la ressource en eau dans les années à venir. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on est déjà en sous, pas tellement sous-production, hein, mais sous-disponibilité de la ressource, puisqu'on est obligé d'aller chercher de l'eau dans les Côtes d'Armor pour alimenter notre territoire. Donc, moins l'eau est de bonne qualité et plus nos difficultés, enfin, ça accroît encore nos difficultés à produire de l'eau potable. Qu'on se doit de limiter au maximum les risques. Eau du Pays de Saint-Malo a d'ailleurs investi dans l'ensemble de ces unités de production, alors surtout l'usine de Beaufort et l'usine de Landal, investi pour renforcer la filière de traitement pour les pesticides. Donc ça a coûté près de 800 000 euros pour mettre une filière de traitement en charbon actif en poudre en entrée de ces usines, qui sont des usines
qui ont une quarantaine d'années, donc qui sont sur des charbons actifs en grains. Bah, cette technologie montre ses limites pour traiter notamment les métabolites. Donc, il a fallu investir pour renforcer la filière de traitement et puis augmenter les dépenses en réactifs. Donc, on voit qu'on a investi 800 000 euros et qu'actuellement, on dépense 200 000 euros par an en réactifs de traitement de pesticides. Voilà. Ça nous paraît intéressant à chaque fois de rappeler ces chiffres, voilà, pour resituer un peu l'étendue des dépenses qu'on peut avoir. Comme je disais tout à l'heure, on agit sur ces captages depuis 2016 pour protéger enfin plutôt sur ces aires d'alimentation de captage. On agit pour protéger la ressource. Donc en 2016, on a commencé par l'étude et puis en 2018, on a vraiment lancé les actions. Et en moyenne, on dépense 360 000 euros par an pour cela. Donc on finance avec l'aide des, des financements habituels de nos partenaires, agences de l'eau, régions et puis syndicats mixtes de gestion d'eau potable d'Ille-et-Vilaine. Mais on a également délibéré, enfin le comité syndical a délibéré pour augmenter le prix de l'eau et consacrer 3 centimes d'euros par mètre cube vendu à la protection de la ressource en eau. Donc, vous faites le calcul, hein, si on produit 8 millions de mètres cubes, bah, consacrer 1 centime d'euro, ça nous rapporte 80 000 euros. Donc là, on est à x3. Les élus ne s'interdisent pas non plus de continuer à augmenter le prix de l'eau pour financer des actions de protection de la ressource si besoin. Alors, bon, là, j'ai rappelé rapidement la chronologie de la mise en place de notre programme, en tout cas de notre plan de protection de la ressource, plutôt. Donc en 2016, alors sachant qu'on a repris la compétence production sur les usines mi-2014, hein, donc avant on n'avait pas la compétence sur ces territoires-là. Donc les captages ont été classés en 2016 prioritaires pour l'enjeu pesticides. Donc dès 2016, on a lancé l'étude de délimitation des aires d'alimentation de captage et puis le diagnostic des pressions agricoles et non agricoles, puisque bon, à l'époque, la réglementation n'avait pas encore évolué et bah, les pesticides étaient autorisés, enfin, la large gamme de pesticides était autorisée pour les usages non agricoles. Donc on a mené sur à peu près 1 an et demi cette étude et puis qui nous, qui s'est déroulée donc entre 2016 et 2017. Et en 2017, on a défini le plan d'action de protection de la ressource en eau. Il se trouvait aussi qu'on était en année de transition de programme mesures agro-environnementales et climatiques. Donc on a déposé tout de suite un projet de MAEC sur ces territoires-là. Et on a été donc opérationnel dès fin 2017 et 2018 pour la mise en œuvre des mesures du plan d'action proposé. Donc je vais, donc je vais, dont je vais parler tout à l'heure, hein. Je vais détailler les mesures. Ensuite, on a signé un contrat territorial de bassin versant sur 6 ans avec d'autres partenaires techniques à l'échelle du SAGE Dole. Et puis, je vais en parler aussi tout à l'heure. On s'est engagé dans 2 projets d'aménagement foncier, agricoles, forestiers et environnementaux sur les bassins versants de Mirlou et Landal. Donc, avec le département d'Ille-et-Vilaine, je vais détailler ça tout à l'heure. En 2021, on a défini et commencé à mettre en œuvre une stratégie foncière liée au contrat territorial de bassin versant.
Et puis en 2022, on s'est engagé dans un projet de PSE, paiement pour services environnementaux, euh, sur les aires d'alimentation de captage. Et enfin, en 2024, on a été lauréat d'un appel à initiative pour expérimenter les solutions fondées sur la nature de rétention et d'infiltration des eaux. Donc, je vais détailler je vais vous présenter rapidement les mesures, enfin, les objectifs et puis les mesures du plan d'action. Et je vais détailler quelques mesures pour respecter le timing. Donc, dans notre plan d'action de, de protection de la ressource en eau, on s'est fixé comme objectif la, la mise en place d'une mesure curative, soit d'aménagement parcellaire et ou d'engagement dans une MAEC ou dans le PSE, sur toutes les parcelles sur lesquelles c'est possible, pour réduire le risque de transfert de pesticides. On s'est aussi fixé comme objectif la réduction de 25% de l'IFT, herbicides et hors herbicides. Donc là, je vous dis tout de suite, pour l'instant, on n'a pas encore fait réellement le bilan et on n'a pas de réelles données pour évaluer cet objectif. Et on s'est aussi fixé comme objectif de rencontrer 100% des exploitations agricoles du territoire. Et bah, grâce à l'ensemble de nos projets, on est proche d'y être arrivé. On connaît, euh, on connaît beaucoup d'agriculteurs du territoire. Il y a à peu près 250 exploitations sur les deux aires d'alimentation de captage. Alors, les axes du plan d'action, qu'est-ce qu'on avait proposé? Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que ce sont c'est des actions qui ont évolué dans le temps, hein. On n'a pas figé dans le marbre nos actions. On, on a défini un certain nombre on a fait des propositions à l'issue de l'étude des pressions. Et puis ensuite, en fonction des projets, tout ça a évolué. Je vais vous expliquer comment. Euh, donc, comme dans beaucoup de territoires, hein, on a souhaité mettre en place des actions individuelles et puis des actions collectives, mais également rapidement des actions foncières euh, et puis des programmes financiers. Euh, alors, au niveau des diagnostics, on a tout de suite décidé de classer le risque parcellaire avec des diagnostics de parcelles à risque qui déterminent en fait le risque de transfert des pesticides des parcelles vers le réseau hydrographique. On a commencé et puis on a commencé en fait à proposer ces DPR2 en mettant en place les diagnostics MAEC, puisqu'on a vraiment commencé par là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on proposait un diagnostic MAEC, ben, on faisait en même temps le diagnostic parcelle à risque. Et en fait, ces diagnostics parcelles à risque, on les a aussi, on les a continués et on les a proposés dans l'étude d'aménagement, de l'aménagement foncier. J'en reparlerai tout à l'heure hein, quand je parlerai de l'aménagement foncier. Donc, ce qui fait qu'on a maintenant quasiment 75% de nos aires d'alimentation de captage, 75% des parcelles agricoles, des aires d'alimentation de captage qui sont classées avec un diagnostic de parcelle à risque, ce qui nous sert bien pour dans la mise en place des actions, en fait. On l'utilise beaucoup. Ouais, cette donnée-là, on l'utilise beaucoup. Donc, on a un autre grand axe d'action de réduction des usages de pesticides.
Donc bien sûr en travaillant sur le désherbage mécanique du maïs principalement, euh, mais également l'allongement des rotations culturales. Ça, c'est une mesure qu'on a dans le PSE. Le conseil pour l'acquisition de matériel, ça, c'est une mesure qui existe depuis le début et qu'on maintient. Et les conseils, enfin, le conseil pour la réduction des usages de pesticides. C'est une mesure qui est plutôt euh, qui, qui n'est pas très, très développée et qu'on souhaite développer dans l'avenir. Ce réseau de conseils des, des usages de pesticides. Euh, donc voilà ce qu'on peut mettre en place pour la réduction des usages dans les actions individuelles. En action collective, on a commencé avec pas mal d'actions de démonstration, de gestion des prairies, de la gestion des fourrages, des métayes, etc. On a fait des visites aussi de fermes. Et puis, bon, il y a un groupe d'agriculteurs qui était intéressé aussi pour travailler sur les techniques simplifiées. Donc, on a créé un groupe des filles qui commence à bien travailler sur ces thématiques-là. Et puis, bien sûr, en parallèle de l'action de désherbage mécanique, on a réalisé pas mal de démonstrations de désherbage alterné. euh, voilà, sur un certain nombre, sur un réseau de parcelles. Euh, concernant les actions foncières, qui sont en fait, euh, qui sont en fait sur plusieurs axes d'action hein, qui ont un intérêt pour la réduction des usages de pesticides, mais également la réduction des transferts des parcelles vers le réseau hydrographique. J'y reviendrai tout à l'heure. On a commencé en travaillant sur un réseau d'échanges parcellaires et on s'est très vite aperçu de la limite de l'exercice puisque au-delà de deux ou trois agriculteurs, on n'arrive plus à rien faire et le projet est bloqué. Et il se trouvait que le département d'Ille-et-Vilaine nous a proposé au même moment de travailler sur un projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental à l'échelle de l'aire d'alimentation de captage de Mirlou et de l'aire d'alimentation de captage de Landal euh, pour travailler sur ces échanges fonciers, mais avec l'ensemble des exploitations agricoles et dans un cadre très réglementé du code rural. Donc on est parti, c'est comme ça que nos actions foncières sont parties, ont démarré, je veux dire. Et puis, on a défini une politique d'acquisition de parcelles sensibles que je vais détailler tout à l'heure. Alors, ce qui est en souligné, hein, l'aménagement foncier, acquisition de parcelles sensibles, le PSE et puis les SFN, c'est des choses que je vais détailler tout de suite. Donc au niveau des programmes financiers, bah, je ne reviens pas dessus parce que c'est plutôt des choses qui sont connues. On a mis en place, on a bénéficié du dispositif MAEC et on a mis en place un PSE expérimental pour des exploitations du bassin versant, des bassins versants. Alors, je reviens à l'axe réduction des transferts. Euh, D'un point de vue individuel, on a proposé donc des remises ou des maintiens de prairies financés par les MAEC ou bien par notre nouveau PSE. Et puis, on commence tout juste à travailler sur les SFL, les solutions fondées sur la nature, avec, avec d'une part l'aménagement foncier, parce que c'est un des autres grands objectifs de l'aménagement foncier, et puis avec l'appel à projet
auxquels on a répondu avec les partenaires financiers. J'en parlerai tout à l'heure. Au niveau de la réduction des transferts, on travaille sur les couverts végétaux précoces, bien que c'est une action qui demande à être encore amplifiée. Et enfin, on n'oublie pas l'axe d'information et de sensibilisation. Alors là, toutes les actions que j'ai présentées, c'était vis-à-vis du monde agricole, hein, mais on a gardé quand même un axe de sensibilisation des scolaires et du grand public, puisque on a complètement abandonné, hein, toutes les mesures vis-à-vis des communes sur l'emploi des pesticides liées à l'évolution de la réglementation et puis au temps qu'on avait qui était plus au temps disponible, hein, qu'on avait pour travailler sur ces questions-là. Donc, on a mis en place un bulletin d'information semestriel sur la qualité de l'eau, principalement à l'attention des exploitations agricoles. Et puis, on a une lettre ou un bulletin annuel qui parle des aménagements fonciers. Alors, justement, alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure je peux parler. J'ai encore 10 minutes. Encore 10 minutes, oui. Oui. Euh, Alors, là, je vais aller assez rapidement. Si vous avez des questions à la fin, il ne faudra pas hésiter, hein, mais je vais vous parler des aménagements fonciers et puis des autres, des PSE et de notre programme d'acquisition de parcelles sensibles et de SFN. Je vais passer très rapidement parce que rien que pour l'aménagement foncier, on pourrait en parler des heures. Donc, il ne faudra pas hésiter à me poser des questions. Et puis, peut-être qu'il y aura aussi des sessions consacrées exclusivement à ces sujets-là par la suite. Donc, l'aménagement foncier, c'est une compétence du département ou du pays de Saint-Malo n'est pas compétent. Pour ça, par contre, on est un des partenaires techniques et financiers. On a décidé d'investir dans ces projets-là. C'est des coûts, hein, j'ai mis tout de suite les coûts des projets. C'est des coûts importants. On est sur presque 6 millions d'euros. C'est des projets qui durent une dizaine d'années. Mais c'est un investissement important. Euh, donc, je rappelle les territoires. On a développé ces projets-là sur le bassin versant de Mirlou qui est ici et sur le bassin versant de Landal qui est ici. Ce sont des projets qui visent à réaliser des échanges parcellaires et à rapprocher donc les parcelles des sièges d'exploitation. Ça, c'est un des grands axes de l'aménagement foncier. L'idée aussi, c'est bien sûr de favoriser les modifications de pratiques dans les secteurs les plus sensibles, notamment les zones humides et les zones de bas-fond, les zones proches des cours d'eau et proches des réseaux hydrographiques. Euh, de sécuriser les secteurs sensibles pour la protection de la ressource en eau via des réserves foncières. C'est-à-dire qu'on fait des réserves foncières, on achète de la terre, ou plutôt le département d'Ille-et-Vilaine achète de la terre et par un système d'échange de parcelles, euh, euh, sanctuarise en quelque sorte les espaces les plus sensibles, les zones de bas-fond ou certaines zones humides essentielles pour la protection de la qualité de l'eau. Et Eau du Pays de Saint-Malo a vocation à devenir propriétaire de ces zones sensibles. Un des autres grands axes de l'aménagement foncier, c'est la réalisation de travaux connexes. Donc, c'est des travaux d'aménagement parcellaire pour soit permettre un accès facilité aux parcelles, c'est des chemins d'exploitation par exemple, soit
travaux d'amélioration de la qualité de l'eau avec le positionnement de haies, de talus, de bandes enherbées, de zones tampons ou de zones tampons qui récupèrent des eaux de drainage, voire même des zones de déconnexion de drains et de fossés, des zones de reméandrage de cours d'eau, etc. C'est un projet de gestion globale du parcellaire et, euh, et gestion globale des écoulements, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que c'est long, parce qu'il y a un géomètre qui travaille et un bureau d'études spécialisé. Et il y a aussi toute une concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles. Donc l'aménagement foncier, il se fait en deux phases. Il y a une phase préalable d'études et puis il y a une phase opérationnelle qui dure 5 ans, peut-être même un peu plus, puisque là, en fait, on est plutôt sur des projets qui vont durer une dizaine d'années. Donc là, j'ai remis très rapidement le déroulé, hein. C'est des projets qui sont validés par les communes, qui sont, il faut une délibération des communes pour lancer la procédure d'aménagement foncier. Et ensuite, eh bien, c'est très cadré par le code rural, mais également par les services de l'État, puisqu'il y a euh, deux, deux enquêtes publiques et des arrêtés préfectoraux d'état des lieux et de prescription environnementale pour donner les objectifs essentiels de, de, de l'aménagement foncier. Euh, donc, il y a l'opération d'aménagement en elle-même qui est en cours actuellement, hein, qui, à partir du classement des parcelles, qui permet de donner une valeur à chaque parcelle et de pouvoir, par un système de points, les échanger et permettre les regroupements parcellaires des exploitations agricoles. Dans le même temps, il y a le projet d'aménagement, hein, pour la mise en place des travaux connexes. Et puis, bien sûr, les procédures réglementaires d'études d'impact et d'enquête publique. Une fois que le programme d'échange parcellaire et le programme de travaux est, est arrêté, l'aménagement foncier est clôturé, les échanges parcellaires peuvent se faire et puis les travaux sont réalisés dans la foulée. Donc là, on en est à la fin de l'avant-projet. On est en train de, de finaliser le projet qui va être soumis à enquête publique certainement à l'automne 2025. Alors les grands objectifs, enfin quelques chiffres, hein, quelques objectifs chiffrés de l'arrêté de prescription environnementale, c'est un arrêté préfectoral, hein. Il vise par exemple à laisser ou remettre 50% des zones humides en prairies permanentes, à conserver 98% des haies à enjeu très fort et à les reconstituer les 2% si les 2% qui restent sont détruits, ils doivent être reconstitués au double. Et pour chaque niveau de haie, il y a des objectifs comme ça de destruction et de reconstruction. Il y a des objectifs aussi de renforcement des corridors écologiques, de résolution à 100% des points noirs hydrauliques. Ça peut être une entrée de champ en bas de parcelle qui pose problème, par exemple, un point noir hydraulique. Ça peut être un cours d'eau qui n'est plus dans son lit, par exemple, aussi. Euh, c- donc l'arrêté demande aussi la restauration de 50 hectares de zones humides
ce qui est ce qui est un objectif tout à fait atteignable par rapport à la somme des zones humides qui sont présentes sur les territoires. Et puis à la renaturation de 5% du linéaire de cours d'eau. Là, c'est pareil, c'est un objectif tout à fait atteignable par rapport à la somme des linéaires qu'on a sur ces territoires. L'arrêté aussi propose d'étudier les opportunités de suppression de plans d'eau. Là, il n'y a pas de, d'obligation particulière, mais une incitation. Donc, j'en ai fini sur l'aménagement foncier. Je vais passer rapidement à l'acquisition de parcelles sensibles euh, et puis au PSE. En gros, on s'est donné à Haut du Pays de Saint-Malo une enveloppe de 100 000 euros pour acheter entre 12 et 20 hectares par an euh, de parcelles cultivées en zone humide ou des parcelles cultivées à risque fort dans les diagnostics de parcelles à risque. Pour ça, eh ben, on travaille avec la SAFER et qui fixe les prix et on a voté aussi l'accès à une prime alors, qui est très encadrée hein, c'est voilà, une prime, un petit bonus donné aux propriétaires qui souhaitent vendre leurs parcelles dans des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau. Alors, je passe là-dessus parce que c'est assez... bon, il y a pas mal d'éléments, mais en gros, on a acheté presque 26 hectares de parcelles agricoles autour de la retenue de Beaufort qui vont faire l'objet pour la moitié d'aménagement et qui vont faire l'objet avec un exploitant agricole de la signature d'un bail rural environnemental. Pourquoi pas par la suite d'une ORE, obligation réelle environnementale. Euh, voilà. Et, je voulais aussi signaler qu'on est en démarche avec la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour demander, pour avoir accès au droit de préemption sur les aires d'alimentation de captage qui est maintenant disponible pour les producteurs d'eau en charge de la protection des ressources en eau. Donc, rapidement, voilà ce que ça donne, l'ensemble des parcelles qu'on a achetées et pour lesquelles on souhaite mettre en place donc l'appel à initiative sur les SFL, les solutions fondées sur la nature, avec un certain nombre alors une suppression de plans d'eau, un certain nombre d'hectares remis en herbe, euh, avec des plantations de bocage, la mise en place de zones tampons d'infiltration, un travail sur le cours d'eau pour rediversifier le cours d'eau, et puis, si on peut, la mise en place d'une passerelle pour permettre l'exploitation de part et d'autre des rives par un troupeau. Je vais terminer très rapidement sur les PSE. On a été aussi, on a pu en bénéficier suite à l'appel à projet de l'Agence de l'eau en 2021, uniquement sur le bassin versant de Beaufort dans un premier temps, mais avec possibilité si des exploitations avaient des parcelles sur le bassin versant de Mierloup ou le bassin de Landal de pouvoir les engager. Donc on a 36 exploitations qui ont pu s'engager, qui représentent 70% de la SAU, avec une aide de près d'1 million d'euros sur les 5 ans. On a défini avec les agriculteurs hein, 4 mesures. Donc une mesure de désherbage mécanique,
Une mesure de mise en place de bandes enherbées de 5, 10 ou 20 mètres le long des fossés, donc bandes enherbées non réglementaires, hein. Une mesure de maintien ou de remise en herbe de parcelles à risque fort, hein, dans le diagnostic de parcelles à risque. Et puis une mesure d'allongement des rotations culturales avec de l'herbe pendant 3 ans. Donc là, j'ai mis les principaux résultats et puis l'évolution. En gros, on voit que les mesures bande enherbée et maintien en herbe, elles ont été bien engagées et elles sont maintenues dans le temps, elles perdurent dans le temps. Là, ça fait 3 ans qu'on a commencé. La mesure allongement des rotations, elle a été mise en place très timidement au début. Et puis là, elle est en progression. Elle est bien maintenue et elle est en progression. Donc, on est quand même assez satisfait que les gens commencent à la souscrire finalement. Et puis la mesure des herbages mécaniques qui, qui a été engagée de manière intéressante, mais qui a eu du mal à être maintenue dans le temps, surtout l'année dernière, parce que la météo n'était pas favorable. Il y a eu quand même une perte de motivation pour cette technique avec la météo défavorable. Des surfaces qui sont parfois trop grandes pour tout désherber mécaniquement dans certaines exploitations. Et puis parfois un accès au matériel un petit peu compliqué. Donc bon, on espère que les conditions soient un peu plus favorables dans les 2 années qui restent pour revoir des surfaces désherbées mécaniquement. J'en ai fini. Merci Bérangère. C'est C'était pile poil rapide. les 40 minutes, hein, parfait. Reste du temps pour les questions. Par rapport à la FAFE que tu as présentée en juin 2023 avec le conseil départemental 35 et c'est Guillaume Binois de mémoire. Vous aviez déjà fait Exactement. une présentation hein, de la FAFE. Donc ceux Ouais. qui souhaitent regarder ou réécouter en replay ce webinaire, j'ai mis le lien dans le chat. Donc vous pouvez retrouver. Voilà, je laisse la parole à ceux qui voudraient poser des questions. N'hésitez pas, effectivement, sur Haut du Pays de Saint-Malo, hein, l'ensemble des dispositifs financiers et fonciers sont nombreux. Vous avez essayé d'aller chercher partout des financements, aller faire des actions pour pouvoir acquérir des parcelles et pouvoir y implanter des parcelles avec des pratiques culturelles différentes. Donc c'est intéressant. On laisse la parole à ceux qui auraient des questions, soit dans le chat ou soit en prenant le micro. Sur la première question la plus dure. Aucune question. C'est tellement clair hein, ce que tu as expliqué qu'il n'y a aucune précision demandée. Moi, je pourrais peut-être C'est un commencer peu du coup dense. en demandant peut-être si la réduction, enfin, l'ensemble des engagements, des dispositifs mis depuis 2016, est-ce que vous avez senti au niveau de la qualité de l'eau un changement? Est-ce que vous avez du coup diminué par exemple les prix du changement des filtres, etc. Ou est-ce que la situation en termes de qualité de l'eau, elle a peu évolué? Bah, c'est pas très évident de répondre à cette question parce qu'on sait tous que les molécules, en fait, elles évoluent. On en découvre presque tous les jours des nouvelles molécules qui posent problème pour la qualité de l'eau. Elles n'ont parfois même pas de, elles sont parfois pas du tout connues. Elles n'ont pas de référence de dangerosité. Donc c'est pas évident. En fait, notre référentiel change tout le temps. Mais bon, malgré ça, ce qu'on peut dire, c'est que
on n'observe pas de grosses dégradations, en tout cas. On maintient, moi je trouve quand même qu'on maintient un niveau de protection et que même si le dialogue parfois est pas très simple, mais il y a voilà, des messages qui passent Une meilleure prise de sur conscience, peut-être, une meilleure prise collective. de conscience, sur l'emploi des molécules de prélevés, de désherbage en prélevé, par exemple. Ça, c'est un message qui est bien passé, qu'il fallait arrêter progressivement l'usage de ces molécules-là. Euh, et puis tester malgré tout, même si on rencontre des réticences pour tout un tas de raisons, au moins tester le désherbage, les désherbages alternatifs et se donner les moyens de développer ces techniques dans les aires d'alimentation de captage. Ok. Donc, Puis par là, il y a eu trois questions, là. Donc, du coup, soit je les pose, ou enfin, les personnes peuvent prendre le micro. Il y a Gaëlle en premier. Alors, si elle n'arrive pas, je vais poser la question. Est-ce que tu peux Si, un peu... si, Ah, ouais, pardon. juste, Ok. vous avez évoqué les solutions fondées sur la nature et cet appel à projet. Je voulais juste en savoir un petit peu plus. d'accord. C'est un appel Merci. à projet qui a été lancé à l'automne 2023. C'est ça. On avait très peu de temps pour répondre, comme souvent dans les appels à projets en fait. Et, alors ça a été lancé par un collectif de partenaires financiers, l'Agence de l'eau, la région, mais aussi le département d'Ille-et-Vilaine et le département des Côtes-d'Armor. Et, hum, et en fait, donc c'est vraiment dans un but de développer les solutions fondées sur la nature et l'infiltration de l'eau sur les parcelles agricoles. Mais ils exigeaient en fait que les porteurs de projets aient une stratégie foncière euh, pour pour bénéficier, enfin pour répondre en tout cas à cet appel à projet. Donc nous, on venait juste de valider notre stratégie foncière. Donc on a été, et puis on avait déjà commencé à travailler un peu à l'acquisition de parcelles, etc. Euh, donc on a répondu. Mais en fait, on n'est que deux porteurs de projets en Bretagne à à avoir répondu et à être lauréat en fait de cet appel à initiative. Merci. Il y Donc a vraiment, Alan. le but, c'est de mettre en place des mesures d'aménagement parcellaire voilà, sur les parcelles agricoles. Nous, on a choisi de les mettre en place sur les parcelles dont on était propriétaire parce que c'est beaucoup plus simple euh, et de travailler avec l'exploitant sur un bail environnemental. Il y a une Ok. question aussi d'Alan. Je ne sais pas s'il peut prendre le micro, sinon je vais poser sa question. Les agriculteurs sont-ils toujours partants? Pas de réticence? Y a-t-il eu des levées de boucliers par rapport à la perte de terres cultivables? Ah bah c'est jamais tout à fait simple hein, et tout à fait linéaire, hein. Il faut tout le temps réexpliquer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place, j'en ai parlé tout à l'heure, un petit bulletin d'information sur la qualité de l'eau, vraiment à l'attention des agriculteurs. C'est un 4 pages, hein, c'est un recto verso, assez simple, hein, je pourrais le faire passer, qui rappelle où on en est de la qualité de l'eau et qui rappelle les enjeux en fait.
voilà, pour tout le temps réexpliquer. Si, on discute presque tous les jours avec des exploitants sur les pertes de terre, les, les conditions les conditions de production, qu'est-ce qu'on fait dans ces parcelles si on peut plus faire de maïs, comment on valorise l'herbe alors qu'on en a peu besoin dans les exploitations, enfin c'est ce genre de questions. Et là, on défend l'instauration d'un droit de préemption dans les aires d'alimentation de captage. On était on est allé en réunion en sous-préfecture il y a 2 semaines pour réexpliquer nos enjeux et puis dire que ben, finalement, les parcelles très sensibles, les parcelles en zone humide, on préférait être propriétaire et mettre un bail environnemental à coût très réduit plutôt que de prendre le risque qu'elle soit cultivée avec en plus des rendements de maïs déplorables et des conditions de récolte déplorables aussi certaines années. Donc, oui, il faut réexpliquer tout le temps et c'est pour ça que c'est très important. Un de nos objectifs là, c'était de connaître 100% ou d'avoir rencontré 100% des exploitations agricoles et de leur proposer des mesures et des actions. Et ça, on y tient vraiment parce que on est persuadé que c'est en connaissant les gens que qu'on peut voilà, travailler, arriver à des résultats. Donc, je suis pas toute seule à faire ça. On a un marché avec la Chambre d'agriculture et il y a 2 animatrices de la Chambre d'agriculture, plus des aides dans certaines périodes de désherbage mécanique du maïs, par exemple. Mais voilà, on travaille, on essaye de connaître au maximum les gens, leur système et aussi leurs contraintes pour pour avancer. Ok. Toujours dans la continuité de la question d'Alan, et c'est d'ailleurs lui qui poursuit. Et après, il y aura une dernière de Cindy sur les PSE. Donc, Alan, il dit, vous soutenez du coup des filières de valorisation pour d'autres productions bas niveau d'intrants. Est-ce que vous Oui, soutenez? j'en ai pas du tout parlé d'ailleurs, mais on travaille sur la filière blé noir. Mm. On développe le blé noir. Donc là, on est parti d'une quarantaine d'hectares. Là, on a 80 hectares. Ça reste un petit peu confidentiel, mais on voit que le nombre d'hectares augmente tous les ans. Et on travaille avec l'association Vivaterre. Et il y a un réel suivi aussi des parcelles, et un réel conseil technique, parce qu'on sait que c'est la solution de réussite aussi du blé noir, hein, qui n'est pas une culture très, très simple, hein, notamment pour la récolte, le séchage, etc. Donc là, c'est pareil, on lâche pas enfin, on met un point d'honneur à financer en tout cas l'accompagnement technique pour que ce soit une réussite et que progressivement on ait de plus en plus d'hectares. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, C'est du blé noir mais bio de toute façon. Il n'y a pas on d'entrant. demande, oui, on demande qu'il n'y ait pas dans la préparation du sol, qu'il n'y ait pas de phyto, pas de glyphosate. Et après, ça, c'est une culture qui ne se désherbe pas de toute façon. D'accord. Donc c'est Mm. forcément bio, même si on n'impose pas de label, hein. Ouais. Mm. Et enfin, une question PSE. Est-ce que vous avez vous avez eu affaire à un prestataire pour vous accompagner pour accompagner, pardon, techniquement les exploitants ou pour faire l'instruction de dossier? Alors, l'instruction de dossier, c'est moi qui le fais. Euh, et sinon, je travaille avec la Chambre d'agriculture qui va en visite tous les ans chez les agriculteurs pour récupérer les principaux indicateurs. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on travaille à trois tout le temps y compris sur les PSE.